Patrick Pouyanné ne fait vivre personne, d'accord? On ne lui doit rien. On s'étonne chaque fois de voir que les gouvernements successifs ne cherchent pas l'intérêt de la majorité de la population et on imagine, encore une fois, qu'on est dans une démocratie où ils essaient de faire au mieux, etc. Mais non, leur rôle objectif est de se mettre au service des tenants du grand capital. Il faut que la CGT, notamment, sorte de la charte d'Amiens, comme ça a été le cas dans les moments où elle était le plus fort. Mais on peut s'élever aux politiques, avoir des revendications politiques qui extrapolent le syndical, sans pour autant être affilié à un parti politique. Sinon, encore une fois, on fait aussi le jeu de la classe dominante, qui joue sur les deux tableaux. On s'en sortira pas si on sans cesse des reproches aux uns et aux autres. Il est très probable qu'on ait un bon petit prétexte écolo-sanitaire pour briser la grève. Merci Loïc. Pour continuer sur cette question de la grève, on a vu ces dernières années de nouvelles façons de se mobiliser, de nouvelles façons de manifester. Autant les gilets jaunes à la fin de l'année 2018 que les grèves sur la période 2019-2020, les grèves bien sûr contre la réforme des retraites, donc de nouvelles manières de se mobiliser. Comment tu penses en fait la filiation de ce qui se passe actuellement avec ces expériences passées et selon toi quelle leçon doit-on tirer de cette manière de faire? Alors, comme je le disais tout à l'heure, déjà, cette grève au sein des raffineries, elle est décisive à plusieurs niveaux. Alors, on ne sait pas encore à quoi ça va aboutir, toutefois, il est important d'avoir en tête que ce secteur-là, plus particulièrement, est un secteur décisif lorsqu'il entre en grève, pour plusieurs raisons, notamment parce que les personnes qui se sont mises en grève, et ce qui justifie d'ailleurs en partie des salaires assez élevés, même si c'est pas par rapport au SMIC, j'entends, même si c'est évidemment pas 5 000 € par mois, c'est le fait que ce sont des personnes qui sont extrêmement qualifiées. Encore une fois, ce sont les personnes qui sont qualifiées et pas le poste. Mais bon, j'aurais pas forcément le temps d'entrer ici dans ces détails-là, mais c'est quand même important. Qui sont des emplois qualifiés, mais qui en plus, par ailleurs, eh bien, quand ils se mobilisent, et parce que justement il y a des raisons géopolitiques, géostratégiques, économiques, de qualification, qui peuvent poser des problèmes, etc., sont telles qu'on n'a pas pu délocaliser ce travail-là. Donc lorsque les travailleurs des raffineries se mettent en grève, eh bien forcément ça se voit, ça se ressent. Et encore une fois, ils ne se mettent pas en grève pour rien, puisqu'il faut quand même bien mesurer le fait que, on l'a vu sur les 30 dernières années, il y a 50% des raffineries qui ont fermé, là encore, d'accord? Donc ça n'émerge pas comme ça de nulle part. Donc ce premier pas est un premier pas dans la bonne direction. Et quand bien même ça n'aboutirait pas, là dans l'immédiateté, il faut espérer que ce soit un secteur qui de nouveau n'hésite pas à se remettre en grève, trouve peut-être des moyens d'appui différents, des appuis médiatiques différents qui permettent effectivement de faire en sorte qu'il y ait un agglomérat qui se structure autour de tout ça et qui permettent justement d'avancer dans la bonne direction. Parce que le principe même, c'est qu'encore une fois, s'ils ont des salaires supérieurs au SMIC, c'est parce qu'ils ont été en capacité de s'organiser depuis des années et donc de maintenir un certain niveau de vie plus élevé que dans d'autres secteurs notamment, où on est en train de tout ubériser, d'accord? Et j'en ai parlé pour la fonction publique à plusieurs reprises, la dernière fois pour les hôpitaux, souvent pour l'éducation nationale, mais c'est surtout et d'abord et avant tout le cas dans la majorité des entreprises privées, c'est-à-dire qu'on est en train d'absolument tout ubériser. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, encore une fois, il ne faut pas confondre une fois de plus, et ne pas verser dans un discours marxiste archaïque, le capital et le patronat, d'accord? Patrick Pouyanné, c'est un tenant du grand capital, d'accord? Bon, certes, il est PDG, d'accord? Mais vous voyez bien que c'est pas lui qui fait fonctionner l'infrastructure. Lui, il récupère les jolis pots de vin, d'accord? C'est-à-dire qu'encore une fois, qu'il y ait à échelle notamment des petites et moyennes entreprises dont il n'est même pas ici question, des patrons qui travaillent au moins autant, voire plus parfois que leurs salariés, malheureusement dans des rapports de production tels, dans ce mode de production capitaliste qui n'est pas forcément favorable aux salariés et qui n'est pas favorable non plus aux patrons. Bon, nous on a une défense privilégiée, évidemment aussi parmi les classes moyennes, des classes indépendantes, des petits indépendants, des artisans, etc., parce que c'est décisif. Et encore une fois, je rappellerai l'importance du fait que Marx et Engels parlaient bien de la socialisation des grands moyens de production, d'accord? C'est décisif, c'est-à-dire, et là notamment, quand on gère des raffineries, quand on est
un élément clé de l'énergie d'un pays, d'accord, de la distribution énergétique d'un pays, eh bien, la nationalisation doit se poser. Et une nationalisation, encore une fois, c'est pas une étatisation. La nationalisation, effectivement, dans un premier temps, c'est, à l'heure actuelle, la prise d'une part à plus de 50% dans les entreprises par l'État. Mais ça doit se transformer. À terme, la vraie nationalisation, au sens propre du terme à l'origine, la nation se confond avec les classes populaires. Et c'est la raison de notre patriotisme, encore une fois, d'accord ? C'est-à-dire que l'objectif de la nationalisation, c'est la reprise en main de l'outil de travail de manière autogestionnaire et démocratique. C'est-à-dire que c'est la nation, c'est le peuple, d'accord ? Et plus particulièrement dans telle ou telle branche, ceux qui y travaillent, qui sont en position pour décider et organiser comment ça doit être fait, et non pas les tenants du grand capital. Et c'est là qu'on voit l'importance décisive, encore une fois, d'un non-retour au travail à la tâche, qui est le propre de l'ubérisation, de la contractualisation massive, de tous auto-entrepreneurs. Parce que demain, quand dans tous les secteurs d'activité, chacun sera son propre entrepreneur, l'auto-entrepreneur, au service d'une firme qui vous emploie comme freelance, etc. Et on l'a vu d'ailleurs avec Uber, d'accord ? C'est-à-dire qu'ils ont essayé de reconstituer Deliveroo, et les livreurs Uber et Deliveroo, malheureusement, ont essayé de reconstituer des syndicats après qu'on leur ait vendu effectivement qu'ils avaient la liberté absolue parce qu'ils étaient plus contraints par le CDI, l'emploi, etc. Bon, ils se retrouvent dans l'infra-emploi et dans l'incapacité surtout de se structurer parce que finalement, une grève de travailleurs à la tâche, c'est une grève où les travailleurs ne sont que des marchandises interchangeables, non qualifiées, et s'ils ne souhaitent pas travailler, eh bien d'autres se feront le plaisir de le faire à leur place. Et puis, encore une fois, ceux qui se font fort de travailler dans l'économie parallèle n'hésiteront pas à leur emboîter le pas. Bon, mais voilà, vous voyez comment on casse ces dynamiques-là. Or, ça c'est justement quelque chose qui n'est pas possible dans le cas des raffineries. Donc ici, on a une grève de gens qui sont hautement qualifiés et irremplaçable en réalité, d'accord ? Du jour au lendemain, on ne peut pas dire, tenez, on va faire venir l'armée de réserve du capital d'ici ou d'ailleurs, qu'elle soit sur le territoire ou non d'ailleurs, et puis le remplacer. C'est pas possible, d'accord ? Ça demande une certaine qualification. Donc là, on voit l'importance de la qualification, non seulement au poste, mais surtout encore davantage rattachée à la personne. Et si ces grèves posent aussi des problèmes, et qui leur permet d'acquérir une certaine visibilité, c'est parce que ce sont des emplois décisifs aussi. Ce qui n'est pas le cas, évidemment, de bien des emplois malheureusement occupés par la classe dominante, dont on pourrait légitimement se passer. D'ailleurs, il y a eu, à raison, d'accord, parce qu'il est très bon pour les punchlines sur les plateaux, et c'est tout à fait la remarque que leur a justement faite Philippe Poutou, je sais plus où, sur une chaîne d'info, où il a dit, oui, c'était sur BFM, je crois, quand Poutou a dit s'il y avait des grèves des éditorialistes de BFM, tout le monde en a rien à foutre. Bon voilà, il a raison, parce que voilà, dans le procès de production, éditorialiste chez BFM, honnêtement, ça dérange personne, d'accord ? Par contre, effectivement, quand vous raffinez le pétrole pour le transformer en essence puis en gasoil, là ça devient plus compliqué. Et donc, rappelons dans cette dynamique-là quelque chose qu'il est important d'avoir en tête, notamment par rapport aux discours, même syndicaux qui sont aujourd'hui tenus, que Patrick Pouyanné ne fait vivre personne, d'accord ? On ne lui doit rien, d'accord ? Ce sont tous ces travailleurs aujourd'hui mis en grève qui font vivre Patrick Pouyanné comme les autres dirigeants comme les autres tenants du capital, d'accord ? C'est le b.a.-ba en réalité de ce qu'il faut intégrer d'un point de vue de formation, d'accord ? C'est-à-dire que ces gens-là ne sont que, dans le procès de production, j'entends bien, n'occupent que des places parasitaires en réalité. Ils récupèrent l'argent qu'ils n'ont de toute façon pas investi et qui n'est pas le produit de leur travail, d'accord ? Cet argent-là est le produit de ceux qui travaillent, d'accord ? Donc en réalité, c'est par leur travail, et on voit bien que quand ils cessent de se mettre au travail, l'appareil répressif d'État, qui est le propre en réalité du néolibéralisme, encore une fois, certains s'étonnent de voir que l'État use de l'appareil répressif d'État pour aller à l'encontre des grévistes et des travailleurs. Mais c'est là son rôle, et c'est d'autant plus son rôle, malheureusement, d'accord, depuis le néolibéralisme. Là aussi, on donne un cours dans les formations philosophiques sur cette question-là. Le propre du néolibéralisme, c'est d'avoir mis les États, et plus encore les gouvernements, sous la tutelle du grand capital. Donc les gouvernements ne cherchent jamais notre intérêt. Beaucoup de gens s'étonnent chaque fois de voir que les gouvernements successifs ne cherchent pas l'intérêt de la majorité de la population, et on imagine, encore une fois, qu'on est dans une démocratie
démocratie où ils essaient de faire au mieux, etc. Mais non, leur rôle objectif est de se mettre au service des tenants du grand capital. C'est la raison pour laquelle, effectivement, ils se serrent les coudes, puisqu'ils sont les représentants de la classe dominante, dès lors qu'il y a un soulèvement, dès lors qu'il y a des grèves qui sont mises en place. Or, justement, s'ils le font, et s'ils entretiennent le matraquage médiatique dont on a parlé tout à l'heure, c'est parce qu'il faut penser que ce sont les travailleurs qui prennent en otage, ce sont les travailleurs qui gagnent déjà de manière indécente de trop gros salaires, etc. Donc on nous parle de salaires indécents à 5 000 €, d'accord ? Vous voyez la manière dont on monte les classes populaires les unes contre les autres, d'accord ? On nous parle de salaires indécents à 5 000 €, par contre des bénéfices de milliards d'euros, là, c'est pas indécent, c'est pas là le problème, d'accord ? Et donc finalement, ce qui n'a pas pu être entendu politiquement est en train d'être relayé syndicalement sur les lieux de travail, et à juste titre et à raison, et c'est la raison pour laquelle cette grève, est, à mon sens, encore une fois, inaugure quelque chose de très positif. Et je dis encore une fois, quand bien même, là, dans l'immédiateté des jours et des semaines à venir, bon, l'actualité est telle que d'un jour à l'autre, il peut y avoir beaucoup de bouleversements par rapport au moment où on enregistre, mais elle indique en tout cas quelque chose de tout à fait positif. Maintenant, tu l'as signalé, on a vu d'autres mouvements de ces dernières années, notamment on pense aux Gilets jaunes se mettre par définition en mouvement, et de manière différente, non alliée avec les syndicats, et ça a d'ailleurs été l'un des problèmes qui s'est posé là au début de ces grèves-là, c'est-à-dire que finalement, on a vu des Gilets jaunes, des acteurs de la société civile, etc., dire, à titre individuel ou collectif, ils ne nous ont pas suivis quand nous bougions, pourquoi est-ce qu'on irait les suivre ? Sauf que là, à ce rythme-là, on s'en sort plus. La réalité, c'est qu'en fait, il faudrait que les Gilets jaunes, pour parler de manière assez générale, d'accord, mais c'est-à-dire, en tout cas, tous les acteurs de la société civile prêts à lutter, en réalité, et donc qui ne sont pas encartés dans un syndicat, ou qui n'ont pas directement affaire avec la branche de travail dans laquelle il peut y avoir des grèves, etc. Ces acteurs, ces Gilets jaunes, ils doivent enfin aborder la question du travail, d'accord, et de la souveraineté sur le travail, et de l'autre côté, des syndicats comme la CGT, eh bien, eux doivent accéder aux revendications politiques. C'est-à-dire, pour ça, il faut que la CGT, notamment, sorte de la charte d'Amiens, comme ça a été le cas dans les moments où elle était le plus fort. Qu'est-ce que ça veut dire ? La charte d'Amiens, pour faire vite, d'accord, je rappelle qu'elle indique que le propre des syndicats, et notamment de la CGT, c'est de s'intéresser à des problématiques syndicales, notamment sur la question de la revalorisation des salaires, etc., mais qu'elle ne doit pas s'immiscer dans la vie directement politique, dans les affaires politiques, institutionnelles, ni être ralliée à des partis politiques, d'accord ? Bon, sans être ralliée à des partis politiques, il s'agit de s'élever à la problématique politique, puisqu'en réalité, le réel est tel que les deux sont intimement liés, encore une fois. Donc c'est vers ça que l'on doit aboutir. Et encore une fois, la CGT n'a jamais été aussi puissante, et le PCF d'antan, je ne parle pas d'aujourd'hui, une alliance avec le PCF d'aujourd'hui, je ne sais pas ce que ça donnerait, bref, mais d'un point de vue historique, n'a jamais été aussi puissante, encore une fois, qu'à l'après-guerre, et justement parce qu'il y avait cette conjonction, d'accord ? C'est-à-dire que la CGT et le PC étaient des organes de classe capables justement de mettre en mouvement et d'obtenir un certain nombre d'acquis. Encore une fois, il ne s'agit pas d'être dans la mythologie, ni dans le métalangage archaïque, et donc de reproduire, de considérer que c'est un modèle, mais de comprendre que c'était là des exemples, et que des exemples de la nécessité qu'il y a à s'organiser, et en tout cas à s'élever aux politiques. Quand bien même on s'élèverait aux politiques sans passer nécessairement par le parti politique ou les partis dans les formes qu'ils existent aujourd'hui, d'accord ? Que bien des syndiqués, et on l'a vu d'ailleurs dans la manifestation de dimanche, que bien des syndiqués rejettent les députés NUP, etc., on les comprend. D'accord ? On les comprend par bien des aspects. Mais on peut s'élever aux politiques, avoir des revendications politiques qui extrapolent le syndical, sans pour autant être affilié à un parti politique. Sinon, encore une fois, on fait aussi le jeu de la classe dominante, qui joue sur les deux tableaux, puisque d'un côté, on a vu le gouvernement et Macron, notamment Elisabeth Borne, nous dire « Ah on n'a pas à se mêler des affaires de Total, parce que ça relève pas du politique, ça relève de la vie de l'entreprise et on va quand même pas s'immiscer. » On ne va pas rentrer dans une situation où c'est le président de la République qui va faire les négociations salariales chez SO Total. Parce que là, on va partir cul par-dessus tête. Hein. Et quand on fait la même chose et qu'on dit c'est un rapport de force uniquement au sein de l'entreprise et pas politique, alors on ne peut pas rendre audible encore une fois cette grève, on ne peut pas conquérir l'opinion publique, on ne peut pas élargir le mouvement de grève, on ne peut pas élargir les revendications et donc prolonger les acquis qu'on pourrait obtenir au sein d'une branche et donc instituer un vrai renversement politique. Alors même que, je le soulignais tout à l'heure, en façade
le gouvernement dit qu'il ne s'en mêle pas, alors qu'en réalité, on le voit bien. On ne se mêle pas de cette histoire-là. Par contre, on réquisitionne du personnel et on vous envoie les brigades antiterroristes. De qui se moque-t-on? D'accord? Donc, il faut absolument ce double mouvement-là. Et si la grève doit prendre de l'ampleur, rappelons-nous quand même, encore une fois, ce qu'on a dit depuis des années et qu'est-ce qu'on a regretté, c'est qu'en décembre 2019, les jours de grève successifs ont été aussi conséquents qu'en mai 68. On n'avait pas vu de grève aussi importante depuis mai 68, qui ont été complètement brisées et cassées du fait justement de la répression organisée par le Covid, justement à des fins politiques, je l'ai si souvent souligné. Eh bien là, c'est la même chose. Il faut une convergence absolue, une convergence politique et syndicale, une convergence, pour le dire vite, des Gilets jaunes et de la CGT, d'accord ? Ok, les uns ne les ont pas soutenus à tel moment, etc. On s'en sortira pas si on sans cesse des reproches aux uns et aux autres. De la même manière d'accuser Martinez. Mais en fait, on s'en fout. Là, la plupart des grèves sont reconduites alors que la CFDT, ce syndicat de collaboration de classe massif, a d'emblée signé un petit compromis parce que ces grèves, si elles existent, qu'elles sont renouvelées, c'est pas le fruit d'une volonté d'un organisme syndical, y compris de la CGT seule, mais c'est le fruit des salariés, d'accord ? C'est-à-dire que si l'ensemble des syndicats, y compris la CGT, signent le compromis, mais que les salariés en Assemblée Générale continuent à voter la grève, elle se poursuit. Donc c'est pas d'abord et avant tout une dynamique liée à un syndicat et liée à la tête de ce syndicat, d'accord ? Martinez, on s'en fout, encore une fois, c'est pas le problème. Donc il faut réussir à lever tout ça. Maintenant, si ça existe, il faut aussi se préparer, encore une fois, et ne pas tomber dans les leurres et dans les pièges merdiques, parce qu'il est évident que, comme je viens de le rappeler pour décembre 2019, il est très probable qu'on ait un bon petit prétexte écolo-sanitaire pour briser la grève. D'ailleurs, ça a déjà commencé parce qu'on nous explique mais comment est-ce que vous pouvez défendre les raffineries et en même temps tenir des discours écologistes alors que l'essence c'est la pollution, etc. Et comment est-ce que vous pouvez soutenir ces grèves, j'en parlais tout à l'heure, alors que finalement ça va nous mettre à mal cet hiver et puis ça détruit l'économie du pays, etc. Et on trouvera des bons prétextes écolo-sanitaires pour mettre un terme à ces grèves-là. Donc ça, il faut être préparé et il va falloir être très bon sur ces discours-là aussi. Et de fait, que ça plaise ou non, je le redis, ça nécessite bel et bien une formation efficace et une formation que nous délivrons depuis des années.